Jonathan Ascovici pour Stackinsat nous accompagne, ça tombe bien, il est concerné. Vous êtes enregistré PSAN Stackinsat. Quelle est votre réaction à ce vote hier de l'Assemblée nationale, cet entre-deux qui a été trouvé ? Alors merci Guillaume pour cette question. Je suis très heureux déjà de vous retrouver en cette nouvelle année, donc déjà mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous. Voilà. Moi je vais comme d'habitude être un peu à contre-courant et effectivement l'écosystème depuis quelques semaines était vraiment archi vent debout contre ce projet de loi. Moi, en fait, contre l'avis général de l'écosystème, j'étais plutôt favorable. Et je suis plutôt favorable à plus de régulation sur ce secteur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu quand même des crises extrêmement graves en 2022. Évidemment, vos auditeurs sur BFM Crypto en sont bien conscients. Rappelez-vous de Terra Luna, rappelez-vous de Celsius et rappelez-vous surtout de FTX. C'est un secteur qui déjà est complexe, peut être opaque pour les consommateurs. Donc c'est quand même très important, je pense, de ramener de la confiance dans un secteur qui en a perdu énormément en 2022. Mais là-dessus, tout le monde est d'accord, plus de régulation. Les acteurs de l'écosystème qui viennent ici sont à peu près tous d'accord là-dessus. De là à imposer l'agrément PSAN pour les nouveaux entrants dès le mois d'octobre prochain, c'est là-dessus qu'il y avait un hiatus. Évidemment. Il y avait donc une nuance par rapport à ce délai. Le fait est que je pense que la dynamique qui est en cours sur le renforcement finalement des contraintes réglementaires pour les acteurs crypto est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose que moi j'encourage. Donc j'encourage encore une fois l'AMF à continuer finalement à nous réguler encore plus. Parce que finalement, cette confiance retrouvée est un élément marketing très important. Parce que nous, justement, en tant que PSAN régulé, donc enregistré, c'est un argument différenciant majeur. Et c'est pour ça que je vous l'annonce aujourd'hui sur BFM. Nous allons déposer un dossier d'agrément donc dans le courant de cette année pour justement essayer de rassurer du coup l'écosystème, les consommateurs sur justement une rigueur réglementaire quasi parfaite de Stackinsat pour rassurer évidemment tout type de clients, à la fois les particuliers et les professionnels. Et tenter de faire partie des premiers à pouvoir afficher cet agrément, histoire d'attirer aussi un petit peu de collecte, on imagine, mais c'est le jeu. Exactement. Ouais. Et vous êtes confiant donc. Enfin, vous pensez l'avoir quand il y a l'agrément, puisque ça y est, vous allez déposer le dossier. Vous l'aurez quand l'agrément? Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer également en exclusivité sur BFM? Alors ça, Guillaume, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, comme je n'ai pas de boule de cristal sur la prévision du prix du Bitcoin. Malheureusement, je n'ai pas encore ce pouvoir. Vous savez qu'il va monter, mais vous ne savez pas jusqu'où, en l'occurrence. Exactement. Vous êtes Bitcoin maximaliste. Exactement. J'ai une conviction sur l'évolution du prix à très long terme et je ne connais pas le prix à court terme du Bitcoin. Pour revenir et plus sérieusement à votre question, nous on va le déposer, on va déposer le dossier courant 2023. Après, et ça c'est clairement un problème que d'ailleurs j'aimerais souligner sur votre plateau, Guillaume, c'est vrai que ce renforcement finalement des contraintes réglementaires doit aussi s'accompagner des ressources en face sur l'AMF. C'est-à-dire que malheureusement, les équipes de l'AMF et de la CPR sont aujourd'hui assez réduites. Et c'est-à-dire qu'il faut d'un côté, évidemment, renforcer la régulation, comme je viens de le dire, mais il faut aussi que l'AMF et le régulateur suivent au niveau du traitement des dossiers. Parce que moi, effectivement, comme je le disais il y a quelques secondes, je veux déposer un dossier, mais effectivement, pour répondre à votre question, ça dépend. Et finalement, c'est dans les mains de l'AMF et des équipes de l'AMF sur le délai de traitement de ce dossier. Donc moi, en fait, je peux vous garantir que je vais le déposer cette année. Oui. En revanche, quand est-ce que j'aurai le précieux sésame? Ça, je n'en ai aucune idée. Et l'aurez-vous? Ça dépend. Et l'aurez-vous? Et est-ce que je l'aurai? Évidemment, et ça, je laisse planer encore le doute. En tout cas, on va se donner les moyens d'y arriver. Et notamment, justement, une des problématiques, en tout cas, une des contraintes majeures de cet agrément, c'est soit, donc ça, j'imagine que vous en avez parlé régulièrement sur votre plateau, la fameuse responsabilité professionnelle, la RC Pro, qui est quasiment impossible à obtenir. En revanche, ce qui est possible d'obtenir, c'est des fonds propres. Et effectivement, l'AMF considère qu'il faut un minimum de fonds propres, en l'occurrence 150 000 euros, pour du coup rassurer le régulateur. Et c'est pour ça qu'on va faire une levée de fonds cette année, notamment pour... C'est ça qui se cachait derrière tout ce narratif, je me disais. Voilà, exactement. Il fait des réponses longues, on est d'accord, Valentin. Ouais, c'est vrai. Non, mais en gros... Oui, très vite. Et je vais faire très vite, Guillaume. On a besoin de fonds propres pour aller chercher cet agrément.
Et effectivement, c'est la raison pour laquelle on va aller faire une levée de fonds cette année. Question de combien ? Alors, 1 million d'euros. D'accord. Question simple, réponse si possible courte. À votre avis, quel pourcentage des sociétés aujourd'hui enregistrées PSAN, et vous en faites partie, obtiendront l'agrément ? Alors déjà, il faut se positionner quand même sur un temps relativement long, vu qu'on vient de le voir finalement, l'exigence, elle sera pour une mise en application en 2026. Donc finalement, d'ici là, finalement, il y aura le biais du survivant, c'est d'ici là, est-ce que tout le monde sera toujours en vie en 2026 ? Donc une fois qu'on a résolu cette problématique, effectivement, on peut se dire que si les acteurs ont tenu jusque-là, je pense que la majorité d'entre elles, donc ces sociétés, pourront aller chercher sereinement cet agrément. Et les plus gros seront les premiers à pouvoir l'obtenir, parce que vous le disiez, c'est coûteux, vous allez réaliser une levée de fonds, il faut rassurer les assureurs aussi. Voilà. Est-ce que les plus gros, et suivez mon regard, je pense à Binance par exemple, seront sans doute les premiers à obtenir cet agrément ? Alors, j'ai ouï dire, mon cher Guillaume, qu'effectivement, il y avait déjà des gros acteurs qui étaient sur le dossier. A priori, en 2023, nous devrions avoir les premières sociétés agréées. Dès cette année ? A priori. Donc effectivement... Valentin, vous confirmez ? J'écoute. Mais effectivement, voilà, c'est des rumeurs, évidemment. Je n'ai pas de nom à vous donner, mais probablement que ce sera des acteurs institutionnels, en tout cas des gros acteurs, avec des moyens financiers presque illimités, qui ont évidemment cet avantage concurrentiel d'avoir énormément de fonds propres, des équipes aussi compliance, du coup presque une armée, je dirais, de compliance officers qui va boucler les dossiers le plus rapidement possible pour aller chercher cet agrément. Agrément qui n'aurait néanmoins pas empêché une affaire FTX où que ce soit, et pas non plus en France. L'affaire FTX aurait quand même eu lieu et beaucoup d'investisseurs se seraient fait pigeonner, agrément ou pas. Alors, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, Guillaume, parce que théoriquement, dans l'agrément, il y a la ségrégation des comptes. Et effectivement, FTX et notre ami SBF, justement, se servaient dans la caisse pour faire un peu n'importe quoi avec l'argent des clients. Et théoriquement, si l'agrément était en vigueur en France et que FTX avait été régulé en tant que société agréée PSAN, je suis d'accord avec vous. Ça ne serait pas arrivé. Je suis d'accord avec vous, mais un investisseur depuis la France aurait pu investir quand même sur une plateforme qui n'est pas régulée en France et donc se faire pigeonner quand même. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que d'ailleurs on encourage les Français à choisir les acteurs vers des acteurs français régulés PSAN en France, encore une fois, dans une logique de réassurance, de confiance. Et effectivement, les consommateurs peuvent avoir confiance dans les sociétés qui sont régulées PSAN en France. Et la grande nouvelle à travers le vote du Parlement hier, c'est que cette ségrégation dont vous nous parlez et qui n'existait pas chez FTX, qui est obligatoire pour l'agrément PSAN, cette ségrégation va aussi désormais faire partie des conditions pour obtenir l'enregistrement plus dont vous nous parliez. Pour les nouveaux rentrants, effectivement, voilà. Donc ça ne concernera pas forcément StackingSat directement. Cela étant, dans le cadre de l'entreprise de Jonathan, c'est résolu puisqu'il n'y a pas de détention des fonds, donc ça résout une grande partie des problèmes. Ils n'ont pas d'argent, ça va. Effectivement, sur les fonds propres, c'est 150 000 euros minimum. Les 150 000 euros, c'est pas tellement des fonds propres. C'est aussi et surtout pour tout ce qui est sécurité informatique. C'est aussi et surtout pour tout ce qui est compliance. C'est aussi et surtout pour tout ce qui va toucher à l'organisation de l'entreprise. Parce que les fonds propres, c'est aussi des pourcentages de ce que détiennent les entreprises. On a des entreprises qui détiennent des dizaines de millions d'euros, demain des centaines, et certaines déjà aujourd'hui des centaines, qui vont devoir faire des levées de fonds. Et effectivement, les VC, effectivement les banques et tous ceux qui pourraient être attentifs à ce genre d'initiative sont frileux aujourd'hui. Donc tu as raison de rappeler, Jonathan, l'importance d'aller vers cette réglementation, mais comme le soulignait Guillaume, pas aussi vite, pas en unilatéral, et surtout avec le soutien des effectifs de l'AMF et de la CPR. La CPR a déjà retiré 2 enregistrements PSAN, ce qui prouve qu'ils font leur boulot. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'enregistrement, mais l'agrément, ça sera avec le reste et l'entièreté de l'écosystème désormais. Valentin Demey, très diplomate quand même, hein, vous l'entendez. Tu as raison, Jonathan, mais Guillaume aussi a raison, c'est très suisse. C'est vrai. C'est très suisse. C'est son job de journaliste, la neutralité et l'objectivité. Donc je te félicite, Valentin. On va parler de la Suisse, justement. Oui, vous m'avez tendu une perche, Valentin, puisque l'écosystème Web3 continue de s'étendre, notamment en Suisse. J'espère ne pas me tromper. Cette première banque privée au monde a tokenisé ses actions. Il s'agit de Cité Gestion. On est en Suisse. Tout à fait. Bien vu. J'étais plus très sûr en le disant. Okay. Non, c'est tout bon. Effectivement, c'est c'est une banque suisse qui existe depuis 2009 qui va tokeniser ses actions. Alors la tokenisation, on en entend de plus en plus parler, ça s'est déjà fait, mais la subtilité dans cette information-là, c'est qu'elle se fait sur une blockchain
public. Navré Jonathan, ce n'est pas sur Bitcoin, c'est sur Ethereum, Bitcoin maximaliste que tu es. Mais effectivement, c'est sur la deuxième blockchain la plus capitalisée du marché, Ethereum. Donc c'est transparent, c'est accessible pour tout le monde et c'est surtout fait avec un standard qui va respecter la réglementation en vigueur en Suisse. Et c'est assez important de le souligner. Donc un contrat intelligent qui va pouvoir numériser, si on veut dire plus simplement, les actions de cette banque. C'est un pas de plus vers la transformation numérique, pour ne pas dire digitale, de ce monde un petit peu ancien qui va justement, par preuve de transparence, justement aussi pour réduire les coûts, ça permet de réduire des coûts, de faire de la tokenisation. On estime en moyenne que c'est 20 à 30% des effectifs derrière les bureaux, les desks de trading et autres bureaux compliance qui seraient en moins dans une société vraiment poussée à la tokenisation extrême. Ça vous fait plaisir, ça? Non, c'est une information intéressante et effectivement, ça permet, d'un point de vue financier, de plaire aux banques, puisque la crypto les inquiète un petit peu. Donc, de ce point de vue-là, voilà, première société à le faire sur publiquement Ethereum avec toute la conformité du droit suisse. Une banque privée, pour la première fois, choisit de tokeniser ses actions. C'est une première mondiale et cette première mondiale est suisse. Avec Taurus. Avec Taurus, exactement. En face, Jonathan Ascovici, dont vous le disiez, son pédigré, c'est le Bitcoin. Lui, il est maximaliste. Bitcoin maximaliste. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Ils vont dans le mur. Il n'y a que Bitcoin qui compte. Il n'y a que Bitcoin qui sortira gagnant. Le dernier survivant, on le connaît, c'est Bitcoin. Alors, oui. Mais encore une fois, je vais nuancer quand même mon propos dans le sens où, encore une fois, et je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, moi je n'ai rien contre les cryptos de manière générale. Nous, ce qu'on défend en tant que maximaliste, c'est qu'il y a bien une différence entre Bitcoin et les cryptos. Ce sont deux choses totalement différentes. Bitcoin, encore une fois, a une spécificité qui est d'être, un système monétaire décentralisé et un moyen de paiement qui a vocation à être utilisé comme une monnaie. Cette utilité, elle a déjà été démontrée dans deux pays que sont le Salvador et le Centrafrique. On a de nombreux autres pays qui vont, je pense, y accéder dans les prochains mois. On voit par exemple dans des pays africains comme au Nigeria, au Cameroun ou au Ghana que la requête comment acheter du Bitcoin a explosé ces dernières semaines, ces derniers mois, tout simplement parce que ces pays-là souffrent de défaillances financières ou monétaires, si on peut dire ça comme ça, et notamment des taux d'inflation qui sont délirants. Et effectivement, dans des pays comme ça, en voie de développement, Bitcoin est inéluctable. Oui. Et l'Afghanistan aussi, où les gens tentent de se libérer des talibans financièrement par Bitcoin, entre autres. Exactement. Encore une fois, c'est une des propriétés de Bitcoin, c'est sa non-censurabilité et c'est aussi la capacité à faire des transferts d'argent qui sont très simples. Avant, par exemple, en Afghanistan, ils utilisaient beaucoup Western Union, mais depuis l'arrivée des talibans, Western Union a été banni. Et donc, beaucoup la population afghane, finalement, qui a besoin d'argent, finalement, est obligée de passer par des solutions comme celle de Bitcoin pour tout simplement avoir des fonds. Et vous devez être un homme heureux aujourd'hui, puisque Bitcoin maximalise, vous croyez dur comme fer dans l'avenir du Bitcoin. Sa dominance dans l'écosystème crypto s'est nettement renforcée. Après cet hiver crypto, on est toujours un peu dans l'hiver crypto, mais voilà, dominance du Bitcoin qui s'est renforcée, Bitcoin qui repart assez nettement à la hausse, on est presque à 23 000 $ malgré l'affaire FTX, malgré Genesis qui se place à son tour en chapter 11. Pour autant, mais pour ce qui concerne sa qualité d'actif refuge face à l'inflation, on attend de voir quand même. Parce que là, l'inflation, elle est là. Ça n'a pas marché. Bitcoin a reculé quand même. Alors, c'est vrai, Guillaume, vous me challengez quand même souvent sur cette question du prix. Et effectivement, je vais vous répondre pour une fois. Parce qu'effectivement, en général, je dis que je ne m'intéresse pas au prix et que, de toute façon, le prix ne fera que monter dans une vision à long terme. Parce que son utilité et son usage ne va faire que progresser dans les prochaines années. Mais regardez un peu en hauteur, mon cher Guillaume, et vous allez voir que, par exemple, depuis que Stackinsat a été lancé le 1er octobre 2020, Bitcoin était autour de 10 000 $. À combien nous en sommes aujourd'hui, excusez-moi Guillaume? Presque 23 000. Et voilà, donc encore une fois, dans une vision à long terme, où là on n'est que sur 2 ans, on a déjà doublé de prix. Donc en termes de préservation du pouvoir d'achat, plus que une notion de protection contre l'inflation, c'est plus une protection de votre patrimoine à long terme contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. Si vous avez acheté au bon moment, on est d'accord.
Il faut acheter régulièrement une petite somme à travers du dollar cost averaging. C'est exactement ce que propose. Et là, Bitcoin remonte avec aussi l'idée que les banquiers centraux vont moins relever leurs taux, donc c'est très banque centrale dépendant. Alors, on a fini. Je voulais que ce soit le mot de la fin, mais je vais vous laisser le mot de la fin. Non, mais oui, après, effectivement, sur des variations à court terme, Guillaume, les banques centrales, effectivement, peuvent avoir une action sur les prix, mais il faut se positionner sur une vision à long terme et surtout baser cette réflexion sur l'usage et l'utilité de Bitcoin qui ne fait que progresser. C'est vrai. Depuis plusieurs mois. Le nombre de détenteurs de crypto au sens large et de Bitcoin a progressé encore l'an dernier malgré l'hiver crypto et la chute des cours. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Jonathan Erskovici, Stackinsat et Valentin Demey pour Crypto. C'était nos deux guides dans cet univers. Merci Guillaume. Salut messieurs, bon retour. Dans un instant, la séance du jour sur les marchés financiers. Le CAC 40 est toujours en petite baisse. Nos coéquipiers du club viennent pour nous en parler dans un instant. On va vivre la clôture en direct et anticiper la suite sur les marchés. Revenir aussi sur Microsoft, titre en repli de plus de 3% en ce moment à Wall Street. La déception sur la publication et les perspectives, surtout dans le cloud pour Microsoft. Et puis Boeing aussi qui déçoit, ce titre Boeing en baisse désormais de 2,8%. On s'en reparle donc juste après la pause. À tout de suite.